Salut Fanny, comment tu vas? Salut Tom, ça va et toi? Ouais, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, ouais, j'avoue. En fait, on s'est croisés plusieurs fois dans des masterminds et on se suit depuis longtemps, mais on n'avait pas eu encore l'occasion de faire cette interview. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tout arrive à point à qui sait attendre, n'est-ce pas? Ah, ça commence les petites phrases. J'adore. Trop bien. Alors, l'idée du podcast, encore une fois, c'est de parcourir un petit peu ta vie, que ce soit dans ton parcours scolaire jusqu'à ta vie d'aujourd'hui. Donc, sans toi libre de dire tout ce que tu veux, c'est ton espace. Et puis, quand tu es prête, c'est parti. Je suis prête. Allons-y. Trop bien. Ben, on va commencer par une question piège. C'est, OK. je te mets la pression. C'est comment toi tu te présenterais en une phrase? En une phrase, salut, je suis Fanny, je fais des trucs dans l'entrepreneuriat et dans l'IMO. Cool. Voilà, faut laisser un Super. peu de mystère. Bah, c'est ça l'art du teasing. Bah, on a des petites notions de copywriting, donc forcément on Tout va à aller fait. en mettre un petit peu. Super. Bah voilà, l'idée c'est d'aller comprendre un petit peu la Fanny qui fait de l'entrepreneuriat et aussi de l'immobilier. Et j'aime bien moi Mmh. démarrer par la source. Donc est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton cadre familial, savoir dans quel cadre voilà t'as grandi et bah, tes débuts dans le cursus scolaire. Ouais. Alors, moi, faut savoir que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père, enfin mes parents avaient une société, mes grands-parents étaient, commerçants. Ils ont eu des bars, dans Marseille, ils ont fini avec un hôtel, routier. Mon frère a 10 ans de plus que moi, il a été, freelance pendant des années. J'ai un oncle qui a eu une agence, immobilière. Donc en fait, moi, j'ai vraiment grandi, dans ce contexte où, bah, c'était, soit tu allais travailler pour quelqu'un ou alors, tu créais ton propre job. Il y a pas eu, tu vois, il y a pas eu de barrière mentale comme peuvent avoir certaines personnes en mode, «Ah bah, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout pour moi», ou, «C'est trop compliqué, c'est inaccessible», tout ça. Enfin, moi, j'ai vraiment grandi avec, le truc de, bah, en fait, oui, Logique c'est une quoi. Ouais. option. C'est une option parmi tant d'autres et d'ailleurs, pour la petite histoire, donc moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu, avoir, mon entreprise et ma grand-mère a une pièce, indépendante, chez elle, genre de cuisine d'été et en fait, quand j'étais petite, je créais des boutiques, là-dedans et un jour, j'avais créé donc la boutique Cheval dans laquelle, je vendais des échantillons de parfums que je récupérais dans les, tiroirs de ma mère, de ma grand-mère, tout ça et j'avais foutu un panneau, sur le portail de ma grand-mère en mode boutique Cheval et tout et les gens commençaient, à s'arrêter et en fait, ma grand-mère était allée enlever le panneau en scred, bah, parce qu'elle voulait pas avoir de gens chez elle, quoi, tu vois? Et moi, j'étais là, je voyais les voitures qui repartaient, je comprenais pas, je dis: «Putain, elle m'a fait louper plein de ventes, en fait». Donc Déjà. depuis que je suis toute T'avais quel petite, âge? j'ai je sais pas, là, je devais avoir 10 ans, autour de 10 ans, quelque chose comme ça OK. et de toute façon, toutes les idées que je trouvais, à faire plus tard, ça c'était forcément, une activité libérale, dans le lot, quoi, tu vois? C'était toujours des trucs que tu pouvais faire en étant à ton compte. Mmh. Donc voilà et du coup, donc j'ai vraiment grandi dans ce contexte-là, et quand je suis arrivée en études, supérieures, je savais, tu vois, que je voulais avoir ma boîte. Je savais pas du tout dans quel, domaine, donc je me suis dit: «Bah, je vais faire des études où je vais apprendre, en fait, à créer une entreprise et à la gérer, et puis je vais travailler un peu comme ça me permettra de voir les choses, en concrètement, quoi». Donc j'ai Ouais, fait un BTS en gestion, j'ai fait un commerce, en marketing, j'ai fait un bachelor, pardon, en commerce et marketing et puis une école de commerce. OK, Voilà. trop bien. Mais avant d'aller explorer ce parcours supérieur, juste est-ce que tu peux me dire, voilà, comment toi t'étais à l'école, primaire et puis peut-être au collège ou au lycée? Savoir si est-ce que tu aimais bien l'école? Ou est-ce que déjà le fait d'avoir des parents entrepreneurs, ça sortait peut-être du cadre classique et tu Mmh. avais des envies d'ailleurs? Ouais, alors en vrai, je me souviens pas beaucoup de tout ce qui est école primaire, même collège. Je vois mes amis d'enfance, que j'ai toujours de cette époque, qui ont des souvenirs, de fous malades et en fait, même des gens, tu vois, je dis: «Ah ouais, ce nom il me parle» mais je sais pas qui c'est, quoi. J'ai pas beaucoup de Ah, j'ai souvenirs. oublié. Ah ouais, je vais pas ça a pas dû être des époques qui m'ont, plus marquée, que ça. Par contre, je sais que moi, j'ai toujours eu envie de bosser. J'ai toujours, eu le truc de, travailler, bah, parce que je pense que j'ai toujours vu, mes parents, bosser
j'ai grandi avec les histoires du bar et de l'hôtel de ma grand-mère, tu vois. Donc moi j'ai toujours eu depuis toute petite, j'ai toujours eu envie de travailler et de faire des sous. Par exemple, j'avais fait un business donc ça j'avais 13 ou 14 ans et en gros je fabriquais des bagues en perles. Il y a eu une époque où c'était la mode, il y avait même des cours et tout pour faire ces bagues, bref. Et donc j'avais fabriqué plein de bijoux en perles et j'avais utilisé ma mère comme commerciale qui les avait refourgués à toutes ses copines de la gym, ses potes et tout. Et je m'étais fait plus de 300 balles comme ça et du coup bah ça avait pu me permettre de prendre mon poney préféré en pension pendant tout le mois d'août dans le centre équestre, tu vois. Donc de toute petite, j'ai toujours eu ce truc de fabriquer des trucs, de les vendre et de vouloir travailler surtout. Et tu penses du coup que c'est un lien quand même avec tes parents, le fait qu'il y ait cette notion d'entreprendre, de peut-être de pas être trop «présent» entre guillemets, dans le sens où, quand tu as un bar ou quand tu as un hôtel, je pense à ta grand-mère, bah, tu pas souvent à la maison puisque tu as des impératifs. Est-ce que toi, tu as perçu quelque chose comme ça ou pas du tout? Ça t'a pas du tout impacté, mais c'est juste, ancré chez toi et tu te dis: «Bah, vas-y, moi j'ai envie de bosser, bosser, bosser parce que j'ai des j'ai des aspirations, grandes et je peux pas me contenter de du minimum». Ouais, je sais pas te répondre. Je pense que ça a dû forcément un peu m'impacter, mais je pense aussi que c'est une question de personnalité. Moi, je sais que le travail, c'est un truc qui est important pour moi et bon là, je suis pas, j'ai pas de relation amoureuse, mais si ça arrive, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais avoir en commun avec mon conjoint, quoi. Qu'on ait un truc, un business en commun, que ce soit des apparts ou quelque chose comme ça. Et typiquement, genre, je pourrais pas être avec quelqu'un de feignant qui Mmh. préfère poser les vacances. Tu vois, dès le 1er janvier, il a déjà posé toutes ses vacances. Tu vois, enfin, je sais que ça va pas du tout avec ma personnalité parce que bah le travail fait vraiment partie intégrante de ma vie, quoi. Enfin, je sais pas trop comment dire. J'ai toujours aimé bosser et j'ai toujours été en mode travailler, quoi. Mmh. Après d'où ça OK. vient, je sais pas. Mais je pense que ça fait quand même un peu partie de la personnalité aussi, Ouais, bien sûr. je pense. OK, bon, bah, pour tous les mecs qui écouteront, si vous ne faites pas partie de cette catégorie, ça sert à rien de postuler. OK, trop bien. Merci pour l'annonce. C'est toi, t'en parles, du coup, moi, je te fais des petites passes C'est décision. vrai. Merci, c'est Hem, sympa. OK, donc l'école, tu t'en souviens, t'as pas trop vraiment de mémoire, enfin en tout cas de souvenirs là-dessus. Est-ce que par contre, tu étais plutôt bon élève ou, l'école, tu t'en foutais, tu faisais le minimum? Non, j'étais plutôt bonne élève. J'étais plutôt bonne élève jusqu'en 5e et après, je faisais le minimum pour que ça passe OK. Bah, c'est pas assez et longtemps ça vu que tu as passait. fait, jusqu'à l'école, Ouais. du coup, école de commerce. Ouais, le premier coup de pression, ça a quand même été en BTS, parce que, bah, il y a eu, une matière que j'ai trouvé pire que les mathématiques. Parce que moi, j'ai fait un cursus, littéraire, et là, c'était la compta. C'est encore pire que les maths OK. et là, ça m'a donné un peu des sueurs froides et mais c'est passé. J'ai réussi. J'ai dû un peu plus travailler que d'habitude, mais c'est passé et le deuxième coup de pression, c'était en master. Donc je suis partie, faire, en master, en fait, j'ai fait 8 mois en France et tout le reste, je l'ai fait, à l'étranger et aux États-Unis, donc j'ai eu la chance de faire un semestre là-bas d'études et là aussi, ça m'a donné un peu des sueurs froides parce qu'en anglais, j'étais pas assez bonne, quoi et j'étais là: «Oh merde, il va falloir forcer». Mais Mmh. à part ça, ouais, j'avoue que je me suis pas trop foulée Ouais, et que mais c'est après passé. ça reste une bonne expérience, quoi. Oui, j'ai pas de mauvais souvenirs avec l'école, c'était pas un truc où, ça me saoulait d'y aller, j'ai pas de problème, à remonter, quoi. Juste, OK. je me forçais pas, ça passait, c'était cool. Il y en a plein comme ça, hein, et bah, après, c'est ce qui permet aussi d'avancer dans certaines choses, hein. Il y en a qui sont vraiment antiscolaires, qui arrivent pas à s'intégrer dans ce avec toutes ces règles et tu en as d'autres qui vont faire effectivement Mmh. le minimum, et c'est OK, tu vois? Il y a pas de mal à ça. J'étais un peu comme ça aussi. Ouais, ouais, mais alors toi, je sais pas, mais moi, c'est un truc que j'ai retrouvé après plus tard dans le business. Un truc auquel je me suis reconfrontée, le truc C'est-à-dire? de se reposer sur ses lauriers et de devoir Ah oui. reforcer, ouais, il y a 2 ans. Donc en gros, enfin je sais pas si tu voulais qu'on en parle dès maintenant, mais donc moi je suis freelance, enfin j'ai été freelance pendant, plus de 8 ans à faire la même chose. Donc de la rédac web, du SEO, du copywriting et en fait, bah, je faisais le minimum et ça passait, tu vois?
Ah bah j'avais mes systèmes d'acquisition, tout ça, bah, je faisais 60 000 à l'année, bah, c'est cool, voilà, je m'en sors, tout ça. Sauf que bah au bout d'un moment, tu te fais un peu rattraper par ta propre évolution, quoi. Et 8 ans Mmh. à faire la même chose, bah au bout d'un moment, tu sens que t'es arrivé au bout du truc. Et là, il a fallu forcer pour redémarrer de zéro et aller refaire autre chose. Ouais. J'ai vraiment senti le truc où meuf, en fait, t'aurais dû le faire il y a 3 ans déjà ça, mais tu t'es reposée sur tes lauriers et ça passait, quoi, tu vois? Donc j'ai un peu revécu ça, dans le milieu pro. Après, je pense pas qu'il y ait de mal non plus à ça, tu vois? Quand, on dit en marketing, quand tu as une stratégie qui fonctionne, on va pas la changer. Après, je pense que c'est aussi tes besoins qui ont évolué, tu prends de la maturité, le marché aussi évolue et c'est peut-être tu t'es juste réadapté, mais ça a pris un petit peu de temps. Ouais, moi je pense qu'il y avait un gros côté fainéantise aussi, en mode, J'essaie de te «Ah bah ça sauver, tu vois? Tu marche». Non, mais faut être, avec le recul, tu vois? OK. Sur le moment, après il y a eu plein de fois où bah, tu vois, quand je voyais que je développais ma boîte et que je faisais, tous les ans du chiffre d'affaires en plus, et que je réfléchissais à mes petites stratégies et tout, tu vois? Mais je trouvais ça cool, mais je sais que dans le fond, c'était pas ce que je voulais faire pour autant, quoi, et que je me Mmh. reposais un peu sur le truc, bon, bah, je continue parce que ça marche, quoi. OK. Fanny la feignante, ça marche. Du coup, si on fait juste un rétropédalage pour qu'on comprenne bien, tu vas jusqu'en école de commerce, tu as ton master du coup. Déjà à cette époque-là, tu avais une idée, est-ce que tu avais, cette idée, je veux dire de passer en CDI, en salariat ou tu avais déjà cette Non, optique de créer ta boîte? non, moi je voulais créer ma boîte. Et en fait, j'avais pas d'idée, dans quoi. Idéalement, j'aurais aimé reprendre, l'entreprise familiale, mais mon père ne voulait pas. Et c'est là le grand paradoxe, en fait, lui, il aurait aimé que je trouve une place dans une grande boîte. Ouais, Il OK. m'a texto dit ça et moi j'étais là en mode: «Mais non papa, c'est horrible!» Tu vois? Moi, par exemple, travailler chez Airbus ou quoi, je pense que tu me tues à m'envoyer dans des grandes boîtes. Ouais, je te vois sourire parce que je crois que ça fait partie de ton parcours en plus. C'est ça. Mais moi, typiquement, tu me flingues, quoi, en m'envoyant dans des grosses structures comme ça où tout est hyper cadré, où il y a quelqu'un pour réaliser chaque tâche, où tout est structuré. Et puis, enfin, moi, j'habite dans une ville où Airbus est implanté. Quand tu passes devant, enfin, genre, tu des bus pour faire le transit de ton parking à ton bureau. Mmh. Je pourrais pas. Honnêtement, les grands trucs comme ça, je pourrais pas. Et lui, c'était son rêve, en fait, pour moi, que je me trouve une place, dans une boîte comme ça. Et c'était Donc moi, quoi j'ai pas l'idée voulu le derrière, faire. pour lui, en fait? C'était quoi le côté sécurité, le côté, prison dorée ou il y avait autre chose? Non, bah, je pense que il a sa boîte, il l'a gardée, 40 ans, je crois. 30 ou 40 ans? 30 ans? Et ben, en 30 ans, il a beaucoup gagné, ça a super bien marché et tout, mais il y a eu des moments aussi, tu vois, bah, je me souviens la crise de 2010, les subprimes et tout. Enfin, je me souviens, ma mère, qui nous annonce: «Bon, bah, cette année, on va peut-être pas partir en vacances», à mon frère et à moi, tu vois? Et nous, on était là en mode, «OK, fine, pas Mmh. grave, quoi», tu vois? Mais je sais qu'il y a eu des moments, ouais, où il a eu, c'était pas tout rose, puis il faut gérer. Il était dans le BTP, donc c'est pas non plus une ambiance, où, tu gères, des trucs, enfin, où tu es Ah, en c'est le lien aussi avec charbon. des gens. Ouais, voilà, tu vois? Puis bon, les gens aussi, tu fais, parfois affaire avec, des oseaux, quoi, tu vois? Donc je pense que c'était, tout ça. Et puis lui, je pense qu'il s'imaginait que c'est plus simple, qu'en fait c'est pas plus simple, c'est juste, différent, tu vois? OK. Donc tu savais pas quoi faire. Donc ouf, actuellement, à la fin du master, qu'est-ce que tu fais? Ben je me dis, je vais profiter d'être en master en école de commerce, tout ça. L'école de commerce, je l'ai pas faite en alternance parce que je voulais voyager et je me suis dit: «Le voyage, en fait, ça va m'ouvrir l'esprit, je vais revenir avec un concept et tout». Et donc du coup, je suis partie aux États-Unis. Donc là, j'ai eu de la chance parce que c'était vraiment un programme, d'échange, autour de l'entrepreneuriat. Donc j'ai eu, la vision, américaine, en fait, de l'entrepreneuriat, qui est vraiment différente, de celle, de la France. En fait, en France, quand tu dis que tu veux monter ta boîte, on te dit, «Ah mais t'es sûr, et tu pensé à ça? Et si jamais ça marche pas?» Tu vois? C'est un peu une des premières questions qui arrivent, genre, Mmh. «Et si jamais ça marche pas?» Alors qu'aux États-Unis, on te dit, «Ah bah OK, bah vas-y, fais-le». Et on va te dire: «Ah bah si tu vas-y fais-le et limite, plante-toi, puis quand tu te seras planté plusieurs fois, tu reviens et là je te file de la thune et je t'aide, quoi». Et du coup, la mentalité est vraiment différente là-dessus. Même s'il y a plein de choses, qui sont, pas ouf, aux États-Unis, sur ce point-là,
En réalité, c'est vraiment cool de pouvoir découvrir ça. Et ensuite, je me suis dit, bah, je vais aller en Amérique latine. Je sais pas, j'avais envie. Et je me suis dit, peut-être, là, tu vois, terre des Incas, mystique et tout, ça va peut-être m'inspirer des trucs. Et effectivement, j'avais eu une sombre idée de spa ou de trucs produits fabriqués à base de plantes qu'on trouve que là-bas, je sais pas quoi. Et je m'en souviens, j'écrivais ça dans le bus, pas dans le bus, dans le train pour aller à Aguascalientes, qui est donc le petit village où tu fais un stop pour aller au Machu Picchu. Mmh. Bon, je n'ai pas creusé cette idée. Et en fait, c'est en revenant de mes études à l'étranger, donc en tout et pour tout, je suis partie à peu près 1 an. Et donc moi, je suis cavalière. Et quand j'ai retrouvé le chemin de l'écurie, ben mes affaires, elles étaient toutes abîmées. Ça faisait 1 an que c'était dans un placard. C'était déjà pas, j'en avais pas pris beaucoup soin avant. Et en fait, je me suis retrouvée à devoir changer tout mon matériel, ma selle, mes bottes, enfin tout, tout, tout. Et je me suis mise à devoir faire ça via le Bon Coin, tout ça. Et c'est là où je me suis dit, ah bah ça serait pas mal de créer l'équivalent de Vinted, mais pour le matériel d'équitation. Donc finalement, c'est vrai que le fait d'être partie à l'étranger, par ricochet, ça m'a Mmh. donné une idée de start-up à développer. OK, bah, je Donc savais j'ai même pas, tu démarré vois? comme ça. Ah ouais? Ouais, Bon, je savais j'en même pas parle du tout. plus vraiment, mais parce que c'est une histoire, tu vois, c'est vieux quoi, c'était il y a quasiment 10 ans. Donc mais j'ai démarré comme ça, ouais, en voulant créer le Vinted du cheval quoi. Et ça a donné quoi concrètement? Beaucoup d'erreurs, 14 000 € de perdus et beaucoup d'expérience. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le SEO, parce que moi, j'ai lancé une plateforme web. Donc, j'avais un associé qui était dans mon école, tout ça. On a financé par prêt étudiant ou de l'argent qu'on avait sur notre sur des comptes quoi que les parents avaient économisé pour nous. Et on a financé donc notre plateforme qui a été développée par un de mes anciens patrons. Quand j'étais en bachelor, j'étais en alternance dans une boîte qui développait des jeux comme Candy Crush. OK. Donc j'étais dans une start-up et mon patron avait levé 500 000 €. Et en fait, cette expérience, elle m'avait grave marquée parce que je me dis putain, mais c'est trop bien, l'univers des start-up, tu peux lever de l'argent et tu crées des projets et tu développes des trucs et tout. En fait, il faut savoir que 500 000 € pour une start-up, c'est pas Ah grand-chose. rien. Ouais. Mais en même temps, c'est pas évident à avoir non plus. Parce que nous, on a essayé de lever. Quoique, je dis ça, mais on a failli, enfin, le groupe, enfin, un des plus gros groupes vendeur de sel en français et en Europe a failli investir dans notre boîte. Donc ce qui était pas mal, tu vois. Ce qui était pas mal du tout. Mais bon, c'est quand même pas évident, même pour lever 50 000 balles, faut quand même convaincre les gens, quoi. Donc voilà, donc j'avais découvert cet univers, et je me suis dit, ah, ça doit être trop bien et tout, et j'ai essayé de me lancer là-dedans. Il faut savoir aussi que l'univers startup, c'est un univers qui est beaucoup basé sur la spéculation. Et ça, Ouais. j'ai pas kiffé. Moi, je suis quelqu'un où j'aime bien qu'on me dise les choses et j'aime bien les trucs concrets, même si j'ai un côté perché que j'assume totalement. Hein, mais quand bien même, j'aime bien, tu vois, ça, enfin, connaître les choses, qu'on dise clairement les choses, etc. Et en fait, dans l'univers de la startup, bah, c'est vraiment celui qui arrive à vendre le mieux son projet, et c'est le meilleur vendeur qui est récompensé et pas le meilleur projet. Et je me souviens quand on faisait la course aux investissements, c'était toujours une nana qui présentait son truc de manière hyper novatrice et tout, mais qui avait même pas de business plan et tout. Alors que tu vois, nous, on avait business plan, on avait calculé des choses, tout ça. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était un côté un peu injuste dans le milieu startup qui m'a pas trop plu. Et puis aussi, on a enchaîné plein d'erreurs parce qu'on connaissait pas le marketing digital, on connaissait pas le référencement. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert, enfin, que j'ai atterri dans ce que j'ai fait pendant 8 ans, quoi. C'est Ouais. en devant me former pour Equiswap que j'ai appris un métier et que j'ai monétisé après cette compétence pendant des années, quoi. Déjà, c'est cool que malgré, on va dire, cet échec, tu pu rebondir, tu vois? Peut-être qu'à cet âge-là, tu te serais, enfin d'autres, auraient dit: «Bah, vas-y, je laisse tomber, c'est pas fait pour moi, je vais retomber dans un truc plus safe». Toi, au final, tu as su, rebondir et comme tu l'as dit, monétiser ta compétence. Tu avais Mmh. quel âge du coup à cet âge-là? À cette époque? 20. Ouais, quand même, tu avais une certaine maturité, tu Ouais, bah, moi, en fait, mon but, c'était juste d'être à mon compte, quoi. OK. Du coup, bah, ce projet start-up, on va dire, tombe aux oubliettes. Tu découvres, le référencement.
On est en quelle année? C'était quoi un petit peu le marché du référencement à cette époque? Oh, je pourrais pas te dire, qu'il soit tout ça, c'était entre 2016-2018 et en OK, donc réalité, il est pas trop tombé aux oubliettes parce que je me suis énormément servie, de cette plateforme pour, faire mes armes, en fait, en SEO, enfin en rédac web. Et ouais. à l'époque, le métier du rédacteur web, il était pas trop connu, donc il y avait pas du tout de formation. Aujourd'hui, tous les rédacteurs qui se lancent, ils ont tous fait la même formation. On citera pas, mais enfin s'il y a des rédac web ou des gens qui sont passés par là qui écoutent, on se sait. Mais c'est toujours hein? Comment? C'est comme ça qu'on dit? Non, je sais pas, c'est juste pour pas citer le nom. Non, même pas. Non, non, Même c'est pas? pas ça. C'est OK, pas... c'est Non, une autre. c'est même pas cette formation-là. C'est encore une autre. Ouais. Et du coup, bref, donc tout le monde, enfin aujourd'hui, il y a plein de formations à la rédaction web. Il y en a une qui est emblématique. Et en plus, on peut se faire financer tout ça. En 2016, franchement, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une formation en marketing digital, Live Mentor, que j'ai suivie. Et le seul module qui m'intéressait, il était tout petit, c'était celui sur le SEO du coup. Donc voilà, j'avais claqué 700 balles que j'avais payé de ma poche, qui moi à l'époque, ça me paraissait énorme pour un tout petit module. Bref, bon, j'avais quand même appris plein de choses, hein, ça, il y avait pas de problème. Et en fait, j'ai mis en application et c'est comme ça que j'ai eu des résultats assez rapides sur mon blog. Et en fait, il faut savoir que ce blog, bah, je suis passée de 50 visites mensuelles à plus de 1000 dès le premier mois où j'ai mis en place Ouais. ma strat. Et c'est là où je me suis dit, ah, ok, bah, je pourrais peut-être monétiser ce que je viens de faire euh, en freelance ou quoi. J'avais l'exemple de mon frère qui était freelance. Et à cette époque-là, il y avait la plateforme Malte qui commençait à faire pas mal de bruit, qui s'appelait encore Upwork. Et j'avais un pote qui travaillait dans une SS2I, donc qui recrutait des ingés freelance, qui m'avait dit bah essaye de te mettre là-dessus, ça peut être pas mal et tout. Et le lendemain qu'on avait fait cet apéro, il m'avait donné ce conseil, je m'étais inscrite et j'avais caché un client alors que j'avais même pas de micro-entreprise, tu vois. Donc j'avais lancé le truc comme ça. Et en fait, et qui soit, j'ai continué à alimenter pour m'entraîner, tester des strats en SEO, etc. Et ce blog, il était allé jusqu'à 200 000 visiteurs par an. Donc ça m'a fait une très belle carte de visite finalement. Ouais. Et à ce moment-là, ouais, les rédacteurs, c'était pas connu, il y avait pas de formation, les gens connaissaient pas, les gens étaient plus à fond sur le community management. Ouais, CM. Euh, Tout le monde voulait être CM. Et après, il y a eu le copywriting aussi un petit peu qui est arrivé en 2017, je crois, avec une hype créée, je pense aussi un peu par Live Mentor. Ça a été les premiers à proposer des formations un peu grand public pour le copywriting, même s'il y avait d'autres gens qui en proposaient aussi, mais c'était moins connu. Et voilà. OK. Juste, pour qu'on s'arrête un petit peu sur, le référencement, est-ce que tu peux donner, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, juste les on va dire les deux trois grands avantages du référencement? Ce que ça t'a apporté du coup, on entend la visibilité, mais est-ce que ça t'a apporté d'autres choses? Ou est-ce que ça apporte d'autres choses dans un business? Parce qu'après je vais te Ouais, titiller avec la pub, c'est pour ça on va faire un petit combat. oh, tu sais, maintenant, moi, je suis bien loin de tout ça, hein. Moi, maintenant, tant que ça vend, enfin, je m'en fous du levier. Au contraire, je pense qu'il faut diversifier ses canaux d'acquisition. Et tant que ça fonctionne, faut y aller à fond, quoi, dessus. Mais le SEO, c'est vraiment un truc de feignant. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le SEO. C'est en fait, c'est tu fais pas mal d'efforts au début pour lancer le truc. Donc, c'est te référencer sur des mots-clés stratégiques dans les moteurs de recherche. Mais une fois que c'est mis en place, bah après t'as ton site internet qui prospecte pour toi, quoi. Et moi je trouve ça fabuleux parce que bah voilà, ouais, c'est vraiment un truc de feignant, quoi. Donc au début tu transpires un peu pour mettre pour rédiger tous tes articles, pour optimiser ton site, faire vraiment construire une stratégie éditoriale pertinente pour ta stratégie d'acquisition. Mais une fois que c'est mis en place, après c'est que de l'alimentation et du suivi mensuel, vérifier que tout va bien, optimiser de temps en temps pour pas que tes concurrents te passent devant. Ça, on veut pas qu'on nous passe devant. On veut conserver nos titres de noblesse Ouais. dans les premiers résultats Google. Mais voilà, une fois que ça s'est mis en place, pareil, moi en freelance, j'ai énormément travaillé grâce à mon site internet parce qu'il avait été, il s'est référencé et je recevais des leads de fou malade tous les mois, quoi. Je recevais des dizaines de leads, dont des trucs, des boîtes hyper connues, des trucs où tu te dis putain, telle boîte m'a contacté, quoi. C'est ouf, tu vois. Et ça, c'est grâce au référencement. Ouais, c'est en partie grâce au SEO carrément. OK, ça marche. Avant qu'on continue, justement sur, ton parcours, encore une fois, si on s'arrête sur la partie, référencement, est-ce que
c'est quoi ta vision, même si tu un peu sorti de là, du référencement du SEO par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui? Notamment, bah, la pub qui est quand même un canal très concurrentiel et bah, l'arrivée de ChatGPT, les machins, les bidules qui viennent un petit Mmh. peu automatiser tout ça. C'est quoi un petit peu ton point de vue par rapport à ça? Ouais. Moi, mon point de vue, il a toujours été le même et je pense qu'il changera jamais. Le SEO, ça doit vraiment rentrer dans une logique, marketing et vente pure et dure. Souvent, j'ai vu, des experts SEO, en plus, faire payer leurs services, une certaine somme, pour, sortir, des stratégies qui avaient pas trop de sens. Genre, faut se référencer, sur, je sais pas moi, achat appartement, à Paris, achat appartement, sur Paris, tu vois? Enfin des trucs, j'étais là: «Mais putain, mais ça n'a aucun sens en fait». Mais quelqu'un qui cherche à acheter un appartement sur Paris, il va se documenter sur quoi en fait? Mmh. Est-ce qu'il va regarder des trucs sur les DPE? Est-ce qu'il va regarder, des trucs, sur, comment ça fonctionne, les commissions avec les agents immobiliers? Et en fait, pour moi, le référencement, il doit suivre la logique marketing et suivre, bah, tout le cheminement, psychologique et tout le cheminement, du, processus de vente, enfin d'achat plutôt, que va suivre, le prospect, et pas, se calquer connement sur des, requêtes, bah, parce que oui, bah, achat, appartement Paris, il y a, 100 000 requêtes par mois. Oui, mais OK, mais est-ce que ton prospect tape vraiment ça? Et Oui, qu'est-ce qu'il tape vraiment pour le convaincre de prendre ton service, tu vois? OK. Donc Voilà, donc c'est bah, ça ma vision. ouais, concrètement, malgré les nouveaux outils, ça change pas de la puissance du référencement, quoi. Non, non parce qu'après, tu vois, ChatGPT, ça aussi c'est, un truc assez marrant qu'on a pu observer, en tant que rédac. Il y a beaucoup de gens qui se sont jetés sur ChatGPT quand c'est sorti et c'est vrai que on a eu un coup dur, dans le secteur, de la rédaction, puisque, bah, tout le monde voulait, passer par les IA. Enfin normal, tu vois? C'est moins cher, enfin nickel quoi. Sauf que en fait, les IA, déjà si c'est mal drivé, ça te fait de la merde. Donc si toi de base tu connais pas le SEO, tu sais pas, comment optimiser un texte et si tu as pas cette notion de marketing, de savoir, bah, comment je fais venir mon trafic, qu'est-ce qui est vraiment stratégique pour moi, et enfin, c'est quoi la psychologie, de mon prospect, quoi. Comment, je rentre, dans ce process-là, bah, en fait, ChatGPT ou même n'importe quelle autre IA, ça te sert à rien, quoi. Ouais, bien sûr, on en revient aux fondamentaux, quoi. Par contre, si tu sais le faire, ça peut devenir un fabuleux assistant. Moi, aujourd'hui, je m'en sers énormément. J'ai gardé un seul client, en freelance, je m'en sers et le ChatGPT, je le fais rédiger, comme si c'était moi qui rédigeais, tu vois? Mais je connais mon taf, je connais ma mission, je sais précisément qu'est-ce qu'il faut écrire, je sais comment il faut l'écrire et l'IA, je te l'ai tellement entraînée qu'aujourd'hui, elle sait ce qu'elle a à faire, et ça n'aurait pas été possible d'avoir un travail de qualité comme ça, s'il y avait pas eu l'expérience, et tout ce que je sais faire, en SI. Donc c'est un outil encore qui t'a rendu encore plus fainéant. Ah, c'est vrai, j'avoue. C'est vrai que je suis un peu Bah, feignante, mais moi je suis beaucoup dans les paradoxes. J'adore travailler, mais je suis très feignante, tu vois? ouais, mais du coup, tu trouves des solutions pour que tu aies à moins travailler et que tu aies des résultats encore plus importants. Donc, dans d'autres termes, certains appellent J'essaye en ça tout cas. l'efficience, tu vois? Ouais, j'essaye, mais je pense que j'ai encore du travail là-dessus. OK, du coup, à 8 ans, où tu es rédac, web, et du coup, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu t'es aussi, tu acquis, je sais même plus parler moi, acquis d'autres compétences comme le copywriting. Est-ce que tu peux faire un voilà, un petit débrief de ces 8 années? Et après on passera potentiellement sur, le sujet IMO parce que si mes souvenirs sont bons, tu as investi pendant cette période-là. Ouais, je continue d'ailleurs, d'investir. Mais ouais, un débrief de mes 8 années, en freelance, croissance, chaque année. J'ai toujours cherché à savoir ce que mes clients voulaient acheter, toujours cherché à savoir comment je pouvais faire plus en dépensant le moins d'efforts, sur la partie acquisition et cetera et voilà quoi. J'en suis arrivée à un point où en fait, il fallait prendre une décision, c'est-à-dire, bah, où je pivotais en tant qu'agence ou bah, je faisais autre chose, plus coaching et cetera et là, il faut savoir que le pivot agence, je l'ai tenté, ça m'a pas du tout plu.
parce qu'en fait, tu es au milieu de tout le monde, tu es au milieu des prestataires, tu es au milieu du client. Les prestataires, ils travaillent pas forcément comme toi. Parfois, tu dois recadrer sur des trucs où toi, ça te semble évident, comme par Mmh. exemple, avoir la même police d'écriture et la même taille de caractère dans tout le document. Bon, bah, moi, ça me semble évident. C'est pas évident pour tout le monde, a priori. Donc, tu vas devoir reprendre sur des détails à la con comme ça. Enfin, franchement, flemme. Hem Et puis, ouais, devoir, faire le lien entre le client, le client qui tarde à payer, sauf que toi, bah, tu as des gens à payer aussi de ton côté. Enfin, voilà, j'ai pas trop kiffé l'expérience. Et du coup, bah, ouais, j'ai pivoté sur du coaching, mais en vérité, c'était ce que je voulais faire depuis longtemps. Donc voilà, je suis plutôt contente, des 8 années, que j'ai menées en freelance et parce que j'ai quand même eu, des beaux clients. J'ai quand même, réalisé des trucs que les rédacs web, réalisent pas forcément. Tu vois, aller jusqu'à 60 000 € de CA avec, un petit business dans la rédaction web, c'est Mmh. pas tout le monde qui arrive à le faire. Heu, Parce que, bah, c'est pas un secteur où on est, beaucoup payé, et cetera. Donc voilà, ouais, j'ai pas grand chose, à dire. À part que c'est positif. Ouais, je me rappelle quand tu parles de tarification, je m'étais renseigné, j'avais lu qu'en fait, certains payaient au mot, je sais plus, 6 centimes le mot ou j'en sais rien, j'ai pas les fourchettes. Mais effectivement, quand tu dis construire un business là-dessus, ça fait peur, tu vois? Au démarrage. Ouais. Oui, mais parce qu'il faut sortir de ça, en fait. Le Oui, mais je problème, pense c'est qu'il y en a qu'aujourd'hui encore dans qui sont les bah, oui, parce que c'est ce qu'on leur apprend, en fait, normalement, c'est vrai que le business du rédacteur, travaille comme ça, fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, bah, tu es payé au mot ou au contenu. Et souvent, bah, les sites, en fait, ils on avait besoin de rédacteurs, bah, parce que, les sites avaient besoin de beaucoup de contenu, pour, bah, sortir, dans les résultats, quoi. Et le truc, c'est que, bah, les rédacs, ont accepté, pendant très longtemps 5 ou 8 centimes le mot. Et après, tu as les agences aussi qui font beaucoup le lien, sur les gros volumes de commandes. Bah, les clients passent par des agences. Les agences, elles dispatchent ça, sauf que, bah, tout le monde, doit maintenir ses marges et cetera. Donc voilà, les tarifs sont un peu, tirés vers le bas. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec les IA, c'est un système qui a éclaté, complet. Tout ce qui est plateforme, de rédac, donc les plateformes faisaient beaucoup travailler les rédacteurs, donc les clients passaient commande dessus et les rédacteurs prenaient les commandes. Moi, j'ai jamais travaillé avec ça. Moi, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que comme j'étais un peu un ovni, moi, j'étais juste une meuf qui voulait être à son compte et développer sa boîte et que j'avais tout ce background de, bah, gestion, commerce, marketing, tout ça. Moi, quand j'ai débarqué, je savais pas en fait, comment fonctionnait le système de la rédaction web. Donc j'ai débarqué, en me disant: «Bah, je vais faire, des forfaits, puis je vais chercher à améliorer mes services pour les facturer plus cher. Je vais chercher de la rentabilité, pour, bah, pas passer, tr 5 heures à rédiger pour, des cacahuètes». Tu vois? Donc j'ai réfléchi très rapidement à des systèmes comme ça. Sauf que les rédacs, qui sont implantés dans ce système-là, enfin le système fonctionnait pas comme ça de base, tu vois? Et aujourd'hui, avec les IA, ça a complètement, éclaté. Enfin, les plateformes, elles fonctionnent, plus très bien. Les agences qui avaient des gros volumes de commandes, bah, aujourd'hui, ça passe par des IA, tu vois? Donc ça a un peu, mmh. éclaté. Et c'est tant mieux parce que le système de base était un peu foireux, tu vois? Enfin, il était pas juste pour le rédacteur. Bah oui, ouais, ouais, clairement. J'imagine pas du coup la charge de travail pour avoir un salaire décent, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui finalement, se retrouvaient à rédiger toute la semaine et il y en a plein qui étaient Mmh. contents de le faire aussi, tu vois? Moi, c'est pas ma vision. Enfin, moi, je trouve ça chiant de rédiger. C'est très énergivore, surtout que sur ces types de commandes-là, c'est toujours, des sujets redondants ou des trucs sur les mêmes sujets à faire. Enfin, tu vois, c'est pas intéressant, Ouais, j'ai toujours jamais participé, à ce système-là, donc je pense que ça a été aussi une chance, pour moi, parce que j'ai pas été formatée à ça, quoi. Ouais, trop bien. Et du coup, bah, pendant ces 8 années, tu découvres plus ou moins l'immobilier. Raconte-nous un petit peu, bah, comment ça s'est passé et comment toi, en tant que, du coup, freelance, parce qu'on entend beaucoup, que les banques ne financent pas les entrepreneurs, les machins, ou en tout cas, il y a beaucoup de difficultés. Alors, raconte-moi, on fait un petit, stop sur le parcours, mais ouais, j'aime bien faire un petit focus sur l'IMO. Ouais, alors, moi, faut savoir que c'est un peu comme, le fait de vouloir avoir sa boîte. J'ai toujours, voulu acheter. Tu vois, j'étais étudiante et je pensais déjà, à acheter un appartement. Donc moi, j'ai fait mes études dans le sud-ouest, à Pau, pour mes études supérieures en école de commerce et je m'étais dit: «Putain, je vais acheter un appartement à Pau»,
dès que je peux. Comme ça, je le louerai à des étudiants qui viennent faire l'ESC là-bas, et cetera. Et mes parents, je m'en souviens, ils me disaient: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Trouve-toi un job». C'était là: «Arrête avec, tes projets de studio». Mais moi, en fait, ça m'a toujours plu. En fait, je pense que ça m'a toujours plu parce que de base, je suis passionnée par la pierre. Tu vois, quand j'étais petite, ma mère, je l'entraînais, enfin, dans les églises. On n'est pas OK. du tout religieux dans ma famille. Bon, je suis baptisée, donc je peux pas dire qu'on est athée, parce qu'il y a quand même eu la volonté de me baptiser, mais ils sont pas pour autant hyper croyants, quoi, tu vois? Enfin, on n'est pas trop dans la Mmh. religion. Donc c'était un peu étonnant que je traîne, ma mère dans les églises, mais je sais pas, en fait, c'était des lieux où moi, j'ai toujours aimé les vieilles pierres, où je me sentais bien et j'ai toujours aimé la pierre. Donc j'ai toujours eu ce truc de me dire, hem il faut que j'achète, des studios, il faut que j'achète des trucs et aussi un peu le côté feignant, tu vois? Parce que, après, tu fais tes petits calculs, «Ah bon, bah, je sais pas moi, j'ai, 300 € de crédit, je touche un loyer de 500, bah, ça me fait 200 € qui tombent», tu vois? Donc il y a toujours eu aussi un peu, cette logique et donc du coup, donc moi depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours, senti, le truc qu'il fallait que j'achète, de l'IMO et quand j'étais étudiante, vers la fin de mes études et en tant que jeune travailleur, j'ai toujours eu cette urgence, tu vois? De devoir vite, vite, vite acheter, pour vite démarrer à faire ça et voilà, donc dès que j'ai pu, je l'ai fait et dès que j'ai pu, ça a été, bah, quand j'ai eu un contrat régulier qui m'a, stabilisé mes revenus, je suis directement allée voir la banque. Alors moi, j'ai 2 chances dans mon histoire. La première, c'est que, bah, j'ai des parents qui m'ont mis, des sous de côté et cetera, donc j'avais un petit pécule à investir, de Mmh. base et la deuxième chance, c'est que je suis dans une ville, enfin, je suis près d'une ville où l'IMO de base était pas cher du tout, mais où les loyers augmentaient, et donc du coup, bah, j'ai pu acheter un appartement, pour, pas grand chose, quoi. Bien placé, et cetera et donc j'ai démarré, comme ça. Trop cool. C'était quoi ton sentiment dès que tu as eu les clés, et que on va dire les travaux ont été faits? Parce que je suppose que tu as fait des travaux dedans? Oui, j'ai acheté, c'était, insalubre. Ça puait la mort. C'était une cave en fait, l'appartement et moi aussi je pense que ce qui a plu, c'est que j'avais un projet alors à l'époque, il fallait pas les banques voulaient pas entendre parler de Airbnb, mais moi ce que je voulais faire, c'était un logement pour le tourisme. Donc j'avais ciblé le quartier historique de Marseille, qui est le quartier du Panier. Hem et heu et voilà et donc j'ai trouvé un petit studio, pas cher. Déjà j'étais allée voir la banque en demandant combien je pouvais, emprunter. Faut savoir qu'à l'époque, ça c'était en 2019-18, enfin juste avant le covid. Les banques, elles te prêtaient hyper Ouais, facilement. Il y avait 110. très peu de taux ah ouais, il y avait très peu de taux d'intérêt. Enfin limite on te payait pour que tu fasses un crédit quoi, tu vois? Mmh. Et donc moi je savais que j'avais une enveloppe, jusqu'à 100 000 €. Mais je m'étais dit: «Je vais, tabler, dans moins, comme ça, je suis sûre que mon projet, il passe et je suis sûre d'avoir mon crédit» et j'avais trouvé un appart que j'ai acheté, 62 000 €, hyper bien placé, dans un état lamentable et je l'ai rénové avec mon père et je me souviens, quand j'ai eu les clés de ce truc, j'étais là en mode, «C'est à toi, quoi». Genre, Mmh. tu acheté ça toute seule, tu vois? Et j'étais en mode, trop fière de moi et d'ailleurs j'ai une photo où tu vois je ressemble à rien, j'ai un vieux bonnet sur la tronche, avec ma doudoune et tout et je suis là dans mon appart, qui pue la mort, avec tout cassé, truc trop chum et tout là en plus la cuisine elle était à moitié démontée, enfin bon bref et tu vois je suis là, je suis trop contente. Donc j'étais vraiment, trop contente. Et là, on casse, du coup, le mythe de la feignante parce que faire des travaux et rénover un appart, tu t'en passes des heures et des heures. Oui, mais alors moi il faut savoir aussi que j'ai, une faculté à où j'arrive à faire travailler les autres pour moi. Merci J'ai en papa. fait mon père qui a bah, alors moi je lui ai fait le manœuvre, hein. Je lui ai fait le manœuvre et puis en plus lui il part du principe que ça sera plus rapide s'il le fait lui-même que s'il m'explique comment faire. Mmh. Il a, fait bon après c'est vrai qu'il m'a fait des trucs, de fou, genre il m'a rénové tout un plafond à la française et tout. Donc ça c'est, du taf. Il y a passé un mois sur le plafond à poncer, à refaire, les tout ce qui était le bois, traiter, faire, le plâtre et tout. Mais, quoi qu'il arrive, c'est vrai que j'aurais pas pu faire ça sans mon père et aussi j'avais trouvé des artisans et cetera. Et j'ai donné de ma personne, c'est vrai, j'ai fait le manœuvre, j'y étais tous les week-ends, tout ça, mais je pense que là, ça me plaît, quoi, tu vois? Donc c'était pas non plus Mmh. une, charge, voilà. Il y a des gens qui voient les travaux comme un truc contraignant. Moi, pour le coup, ça me plaît. Je me rappelle de tes stories effectivement. Je sais pas si c'est sur ce bien-là ou un autre, mais en tout cas, tu passais, pas mal de temps, quoi. Ouais. C'est bien. OK, du coup, donc ça, c'était pendant tes 8 années, de freelance. Tu décides de switcher.
quand est-ce que tu prends la décision et du coup, vers quoi tu t'orientes? Sachant que, voilà, tu parles de coaching, mais le coaching, c'est large. Il y a aussi beaucoup d'acteurs. Donc ouais, je veux bien que tu me parles de cette, transition. Ouais, il y a pas mal de choses à dire, sur, la transition. Moi, faut savoir que je me suis quand même sentie, alors je sais pas pour toi, tu me diras ce que tu en penses parce que je sais que tu as quand même, toi aussi fait pas mal évoluer ton activité. Mais c'est vrai que moi, je me suis sentie un peu prise au piège à un moment donné dans mon activité, de freelance parce que, bah, ça fonctionnait, l'argent rentrait. Le problème, c'est que c'est pas comme quand tu es salarié, tu peux pas se dire: «Bah, je fais une rupture co, j'ai 6 mois ou 1 an de chômage devant moi, je souffle un peu puis je repars sur un autre projet», en sachant qu'il y a le chômage qui tombe. Le chômage, il existe pas, quand on est, dans notre cas. Bon, moi, j'avais de l'argent de côté, j'avais des sous de côté, tout ça, mais c'était quand même, de l'argent que je voulais utiliser pour l'IMO, pas pour changer d'activité, tu vois? Du coup, je me suis sentie un peu, prise au piège parce que je me suis dit: «OK, là, la freelance, j'en peux plus». Vraiment, moi, ça devenait, viscéral, quoi. Je ça me saoulait et en plus, moi, je suis quelqu'un où je sais pas trop me forcer. Donc quand un truc me saoule, c'est vraiment beaucoup d'énergie pour moi de quand même le faire, tu vois? Et je pense que OK. c'est pour ça aussi que j'aurais pas pu être salariée, parce que ça me coûterait trop d'énergie de Mmh. devoir faire des choses qui me saoulent. Et donc là, je me suis dit: «Bah, comment je fais, quoi?» Parce que moi, ce qui m'a toujours, plu dans le fond, c'était, ce côté accompagnement, coaching. J'aime beaucoup le coaching, business, bah, parce que c'est ce sur quoi je sais conseiller, je pense. Parce qu'après 8 ans, acheter des apparts, développer son activité freelance et tout, j'ai quand même des choses à apporter. Du coup, bah, pour me faire la main, je suis rentrée, bah, chez Live Mentor en tant que mentor. Sauf que, bah, c'est super cool, ça m'a apporté beaucoup d'expérience et tout, mais idem, tu vois, là, tu prestataire de service, enfin, tu sous-traitant, en fait, pour Mmh. quelqu'un, donc c'est pas sous tes conditions. Tu quand même vachement cadré. Tu responsable, en plus, de l'expérience client de Live Mentor, voilà. Après, bon, certains seront contents de combien on est rémunéré, mais bon, il y a un moment donné où t'as envie de gagner plus, quoi, et tu peux pas, décupler tes efforts, bah, parce que t'es encore dans la comment dire? Tu peux pas, et gagner plus avec les mêmes efforts puisque tu es encore dans la prestation de service et donc du coup, tu es payé pour accompagner tant de personnes, tu vois? Donc il y avait ces limites aussi au truc, quoi, et du coup, bah, il a fallu faire un énorme travail, sur moi pour, lâcher une activité qui fonctionnait, sachant que moi, paradoxalement, je suis quelqu'un, qui a peur de manquer d'argent et ça a été un gros frein aussi, à ma transition. Ça a été un gros point sur lequel il a fallu travailler Mmh. et pour finalement arracher le pansement, lancer un coaching business, bah, pour les rédacteurs, parce que je me suis dit: «Je vais quand même, parler à un public que je connais et dans lequel j'ai de la légitimité», et j'ai lancé un truc en bêta test et puis j'ai dit: «La freelance, j'arrête», et en fait, j'ai un peu arraché le pansement et je dis: «Bon, bah, j'ai peur de manquer d'argent, je m'en rends compte, bah, tant pis, je vais me bouffer le truc en plein dans la tronche», et voilà, quoi. Voilà comment je m'y suis prise. J'ai finalement, Foncé. après 2 ans à tourner autour du pot, je me suis dit: «Allez, on arrache le truc et on y va, quoi». Ouais et puis ta première bêta on va appeler ça bêta test, mais ta première campagne s'est bien passée en plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, quand quelque chose est nouveau, c'est jamais trop difficile à le vendre. Surtout, bah, qu'il y a le tarif qui va avec la nouveauté, tu vois? Mmh. C'est plus après sur la durée, quoi. Comment je consolide parce que c'est pas du tout pareil un business de coaching qu'un business, freelance. Bien sûr. Business freelance, tu trouves des clients régulièrement ou tu crées des offres sur plusieurs mois. Tu sais que enfin, tu vois, tu tes canaux, le réseau, le ci, le là. Là, en coaching, c'est des leviers où c'est vraiment de la vente, du marketing. C'est des leviers, totalement, différents, je trouve, avec des mécaniques qui sont différentes. Faut faire des masterclass, faut faire ci, faut faire ça. Ça fait plus appel à des peurs qu'on peut avoir à titre personnel, manque de confiance, patati patata. Donc ça a été un gros travail, sur moi quand même. Mais c'est bien, on est toujours dans cet esprit de progression. Bah, écoute, je veux bien que factuellement, là, tu nous dises ce que tu fais et du coup, quels moyens, quelle stratégie marketing tu as mis en place pour cette nouvelle activité? Ouais, là, ce que je fais aujourd'hui, c'est que, je suis coach business pour les rédacteurs freelance et je leur montre comment développer leur activité en proposant une valeur ajoutée plus rémunératrice que la rédaction. C'est clairement OK. ce que je fais. Mes clients sont, soit des débutants, ils démarrent leur activité, ils savent pas du tout comment trouver des clients, tout ça, parce que pour la plupart, c'est des anciens profs ou alors c'est des gens qui faisaient, totalement autre chose. Tu vois, il y a beaucoup, d'anciens journalistes, aussi, ou des gens qui étaient, dans l'administration, assistantes de direction, des trucs comme ça. Donc elles ont pas du tout, je dis «elles» parce que pour la majorité, c'est que des femmes, dans mon secteur.
elles ont pas du tout la partie business que je leur apporte. Et surtout, je leur montre comment créer des offres et comment apporter autre chose que la rédac, parce que aujourd'hui, les rédacteurs se confrontent aux IA et à la concurrence. Il y a énormément de rédacteurs aujourd'hui. Donc voilà ce que je fais. Et pour les systèmes d'acquisition, je t'avoue que je suis toujours en train de trouver mes systèmes parce que ça fait que 1 an que j'ai pivoté. Et l'année dernière, jour pour jour, j'étais en train de vendre en A/B test. Donc j'étais Ouais. pas encore transition à 100%. Et aujourd'hui, je fonctionne beaucoup LinkedIn, mail. Parce que de base je suis rédactrice copywriter, donc bon, c'est quand même des trucs que Ça peut je suis aider, ouais. censée maîtriser. Voilà. Donc voilà, ma strat en gros, c'est de remplir ma liste mail. Et je suis en train de me former de plus en plus au setting, ce qui marche quand même pas mal. Donc avoir une stratégie de communication qui soit adaptée pour ça. Et voilà. Voilà pour l'instant ce que je fais. Et aussi, je suis en train de développer à mort la communication, sachant que c'est un truc que j'ai toujours eu un peu la flemme de développer en étant freelance. Donc aujourd'hui, c'est un effort aussi pour moi de devoir être régulière sur LinkedIn, Instagram, patati patata. Et aussi, là, je suis en train d'utiliser le référencement sur YouTube OK. parce que bon, le référencement, c'est un truc de feignant et moi, je suis un peu feignante. Et écoute, ça a l'air de pas mal se lancer. Ma petite chaîne a 15 jours, je crois, et j'ai fait 4 000 vues sur les 3 semaines. J'exagère. Au moment où je te parle, je crois que ça fait 3 semaines que j'ai lancé les trucs. Et entre les shorts, les vidéos, tout ça, j'ai fait plus de 4 000 vues. Il y a des abonnés qui arrivent. Donc je sais que c'est un truc où ça, c'est pour du long terme, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on n'entend pas spécialement parler, mais effectivement, il y a une grosse base SEO dans YouTube, quoi. Ouais, ouais. C'est dommage d'ailleurs que ce soit pas plus exploité, quoi. Bah, tu vas pouvoir, le faire et puis, même, faire une étude de cas derrière, quoi. Ça va être Si cool. ça se trouve, OK, du peut-être un coup, jour. bah, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, hein. Du coup, 1 an que tu as, que tu pivoté. Aujourd'hui, comment tu te sens et qu'est-ce que tu peux faire peut-être de plus que tu ne pouvais pas faire avant? Alors, ce que je peux faire de plus que je ne pouvais pas faire avant, c'est prendre du temps. Avant, quand j'étais dans la presta, en fait, faut que tu taffes pour tes clients, donc au plus tu vends, au plus tu dois travailler. Aujourd'hui, j'arrive à prendre du temps, sachant aussi que j'ai des douleurs chroniques au dos depuis un certain moment, et ça me permet de pouvoir faire ce qu'il faut pour soigner ça et espérer retrouver une vie normale sans douleur dans les meilleurs délais. Donc ça, c'est cool. Et je m'éclate plus aussi. Je pense que j'ai un peu retrouvé la flamme parce que le coaching, je pense que c'est dans ma zone de génie. OK. Je sais que mes clientes sont ravies, et c'est quelque chose dans lequel j'ai des compétences naturelles qu'il faudra que je creuse, que je me forme plus pour être encore meilleure là-dedans. Par contre, ce qui me reste à faire, c'est à rentrer plus de clients, parce que ça fait que 1 an, donc c'est cool. Là, je suis quasiment à l'équilibre, mais maintenant, faut retrouver la situation, le niveau que j'avais niveau CA, et même le dépasser. Donc, faudra que je travaille là-dessus pour la suite, et que je continue à travailler mes systèmes d'acquisition et à toujours être dans la même logique de tester, apprendre ce qui marche, et continuer et améliorer, optimiser, quoi. Et est-ce que tu fais du coup plus de cheval ou c'est pareil qu'avant? Est-ce que je fais plus de quoi? De cheval? Non, c'est toujours pareil qu'avant. J'ai même ma jument qui est toute petite. Elle a que 2 ans et demi pour l'instant. Donc je la dresse, je l'ai depuis qu'elle a 1 an et demi. Elle me prend quand même pas mal de temps. Donc ça, c'est cool aussi parce que je sais que l'année prochaine, tu vois, grâce à quand tu fais du coaching, en fait, tu as tes horaires, tes coachings collectifs et tout qui sont calés, puis le reste de la semaine, tu t'organises vraiment comme tu veux. Et donc je sais que aujourd'hui, j'ai une activité qui me permet de pouvoir avoir plus de temps pour mes passions, dont notamment pour ma jument, ou pour la rénovation quand je pourrais normalement, je devrais me remettre à rénover très bientôt. OK, Donc c'est cool, ouais. Ça, trop bien, c'est vraiment chouette. cool pour toi. Si on doit faire un petit, récap de tout ça, est-ce que pour toi, il y a pas une stratégie, un outil, un mentor, une formation qui aurait pu être game changer pour toi? Moi, ce qui a été game changer pour moi, ça a été de participer à un mastermind. Parce que ça m'a permis de découvrir heu, le fonctionnement d'autres personnes, et surtout de découvrir les leviers marketing de l'activité que je visais.
parce que moi, bah, j'ai toujours été jusque-là dans la prestation de service. Je connaissais les leviers marketing, etc. Mais je les exploitais pas, bah, parce que j'en avais pas besoin pour moi et moi j'ai jamais travaillé pour des infopreneurs ou des choses comme ça, donc c'était pas des choses que je faisais avec mes clients. Et en fait, le fait d'intégrer un mastermind avec soit des prestataires, bah, comme tu as pu l'être, qui bossaient avec des clients qui avaient des leviers marketing très particuliers, etc. Ou alors pour être directement avec des infopreneurs, bah, ça m'a permis, tu vois, de découvrir tout ça et de me dire: «OK, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Ah OK, un tel il a mis tel truc en place et ça a fonctionné», et de m'approprier les choses, quoi. OK, cool, trop bien. On arrive sur la fin et à la fin de chaque podcast, je finis toujours par des petites questions en vrac. Mmh. L'idée, c'est que tu puisses répondre, voilà, de manière, spontanée à ces questions et t'inquiète, il y a pas de justificatif à donner. OK. C'est juste pour qu'on apprenne à un peu plus à te connaître. Alors si tu prends un petit déj, c'est plutôt salé ou sucré? Salé. Ton film ou ta série préférée? Film, Kill Bill, série préférée The Walking Dead. Tu une meuf à l'ancienne. Pourquoi à l'ancienne? Tu as dit qu'il y Kill a eu pas Bill. de jugement? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez, je me tais. Mer ou montagne? Ah mer, 100 direct. On entrevoise le petit accent, mais il est pas significatif. On l'entend plus en vrai. Eh oui, je sais, les gens sont déçus. Préfère lire un livre ou écouter un podcast? Écoutez, Thé ou café? bel et 2, mais thé le matin pour se réveiller et café, mais seulement 3 par jour, sinon après, Tu dors je plus. suis sous pression. Ouais, Quand tu veux te détendre, sport ou canapé? les 2, ça dépend. Ça dépend des moods. Tu préfères travailler dans le Ouais, silence ou avec de la musique? ça dépend. Généralement avec de la musique, mais il y a des moments où j'apprécie le silence. OK. T'es plutôt organisé ou freestyle? Je suis organisée, mais ça finit toujours en freestyle. Je confirme. Non, je rigole. 1 000 000 cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? 10 000 par mois à vie. Super, bah écoute, c'est la fin du podcast. Je sais qu'on aurait pu aborder encore plein de choses, mais ça fait déjà 1 heure. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer? Soit un truc dont on n'a pas du tout parlé, ou soit rebondir sur une des conversations. Non, il y a juste, un conseil que m'a donné, une coach, que j'ai eue, ces derniers mois, qui je trouve est un excellent conseil. C'est juste, d'essayer. Donc en ce qui concerne, l'investissement IMO, je sais que c'est un truc que beaucoup d'entrepreneurs veulent faire, mais où on a l'impression qu'on va pas avoir les prêts et cetera. Bah, juste essayer. Vous allez demander le prêt, vous voyez si ça passe ou pas et vous faites après, avec ce qu'on vous dit, quoi. Mmh. Voilà et je pense que le conseil «essaye», pour moi, Il est je crois que c'est applicable le meilleur partout conseil qu'on m'ait donné. Ouais, c'est clairement le meilleur conseil qu'on m'ait donné, quoi. Du coup, maintenant, j'essaye. Voilà. et ça finit par réussir généralement. Oui, il y a des fois où ça marche pas du premier coup, mais je réessaye et ça finit par fonctionner, oui, à force d'essayer, bien sûr. C'est ça. Trop bien. Bah, écoute, on mettra, dans la description tes accès pour s'abonner ou lire ta newsletter. En tout cas, bah, je te remercie pour, l'épisode et puis, Bah, bah, merci à moi, je toi. te souhaite, tout le meilleur dans cette nouvelle vie. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.